c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Bonjour, aujourd'hui sur le podcast de la loose, donc on reçoit Pauline de Break Your Day, qui a une mission quand même assez exceptionnelle puisque c'est tout simplement d'aider les femmes à être heureuses. Comment on fait ça ? En leur offrant du temps, cette denrée précieuse après qui, je pense, on court toutes et tous tous les jours. Et comment on offre du temps ? Pauline, elle aide les femmes entrepreneuses surtout à se réconcilier avec Instagram, être plus productives au quotidien, à travers des ateliers, des formations, pour qu'elles puissent vivre leur dream life, profiter de la vie, faire ce qu'elles aiment, avoir du temps pour elles, quoi, tout simplement. Pauline, comment ça va ? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de parler de ce sujet qui me tient énormément à cœur. Parfait, je pense que ça va être intéressant. Lors du pré-enregistrement, on a eu quelques petits aperçus de ce que ça allait donner. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. Je ne pense pas, non. Mais avant du coup de commencer et mettre les pieds dans le plat, comme on dit, on a un petit jeu à te proposer. C'est très simple, tu vas voir, c'est une série de questions. Le but, c'est de répondre soit par oui, soit par non. Il n'y a pas besoin d'explication ou quoi que ce soit. C'est plus pour se mettre dans le bain progressivement. Et plus les questions vont augmenter, plus le niveau de difficulté va augmenter. Oh. Ok. C'est prévu ça ? Non, c'est la petite surprise. Je pars. Allez, est-ce que tu es prête ? Allez, je suis prête. Ok. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté un sondage en story et récolté 0 réponse ? Non. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, dans une publication, peu importe ? Oui. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne parce qu'elle réussissait là où toi, tu galérais un petit peu plus ? Oui et non. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter dans ton business ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Non. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement, enfin peu importe ? Non. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Ok, merci pour ta sincérité, ton honnêteté. De rien. Trop bien, merci beaucoup. Du coup, on va justement rentrer dans le vif du sujet, les looses. Je pense que tu vas nous en raconter plusieurs qui te sont arrivées sur ton parcours puisque tu nous avais dit que c'est ça qui t'a fait évoluer aussi dans ton entreprise. Ça a été Exactement. quoi la première loose un petit peu significative ? C'était quand ? C'était dès le début de ton entreprise ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, ça faisait... En gros, je me suis lancée au mois de novembre. Ça a été très, très dur au début, à tel point qu'au bout de 6 mois, j'ai voulu arrêter parce que vraiment, ça prenait pas. Et j'ai fait un coaching business qui a radicalement changé tout. Et lien de corrélation ou pas, toujours est-il que 1 mois plus tard, je signais mon plus gros devis, mais on parle de sommes assez importantes, parce que c'était un devis, j'avais fait, c'était 5K. Donc quand même, quand on vient de débuter, c'était extrêmement important pour moi. Et donc je fais ce fameux devis et je sens que c'est la presta qui va me faire passer au step supérieur. C'était un très gros site à rédiger. Il y avait énormément de fiches produits à faire, etc. Donc je suis toute contente, mon devis passe, je suis ravie, etc. Et en gros, j'étais pas en direct avec l'entreprise qui m'avait embauchée comme presta. Il y avait un intermédiaire qui s'occupait de toute la refonte du site internet et qui avait délégué la rédaction web à moi. Et donc, comme information, j'avais eu une sorte de fichier Excel avec les différentes fiches produits à rédiger, le nombre, les thématiques, les requêtes cibles brèves, etc. Donc, j'ai basé mon devis là-dessus. Et il s'avère qu'en fait, la personne qui avait fait ce document n'avait pas terminé le document. Donc, en gros, j'ai basé mon devis sur la moitié des informations et j'ai devisé la moitié des pages à rédiger. Donc, en fait, c'était un devis. Clairement, il y en avait au moins pour 8 000 €. Et j'ai fait un devis à 5 000 €. Donc,
Mon devis, il est passé easy. Ah Sauf bah que oui, c'est quand cadeau. on s'en est rendu compte, donc le prestat me dit: «Bah, écoute, il y a, le client, qui vient, donc on va faire un rendez-vous tous les 3 et puis voilà, quoi». Donc moi, ça faisait moins d'1 an que j'avais ma boîte. À l'époque, j'avais, je calcule, 30 ans et 30 ans, en vrai, tu es un bébé, surtout quand tu viens de monter ta boîte, donc j'avais pas forcément, full confiance, hein, donc moi je me retrouve, voilà, à ce rendez-vous à 3 et je me dis: «Punaise, mais il faut que je mais quelle merde! Il faut que je me débatte de là-dessus et que je me dise: "Bah non, je refuse de travailler". En fait, le truc va me prendre 1000 ans et j'ai facturé de la moitié du prix. Enfin, psychologiquement, c'était hyper dur à avaler et en fait, je m'en voulais, mais j'en voulais surtout au prestat parce que concrètement, on va pas se mentir, c'est lui qui a fait de la merde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, il fallait enfin, si j'ai pas toutes les informations, forcément que mon devis sauf que ça se répercute sur qui? Ça se répercute sur moi parce que le prestat, à aucun moment, il m'a défendu et à aucun moment, il s'est remis en question, hein. Donc voilà, me voilà dans mon entreprise à avoir fait un devis, pour moitié moins de ma valeur, donc psychologiquement hyper négatif et cetera. Arrive ce rendez-vous et en gros, j'ai 2 solutions. Soit je laisse mon devis moitié prix, grosso modo, hein, et je travaille comme ça, soit, et dans ce cas-là, la carotte, ils me disent: «Tu sais, après on a le blog, donc si tu veux t'occuper du blog, machin et tout». Donc en fait, c'est même pas la carotte, c'est clairement du chantage à ce niveau-là. Soit, bah, OK, tu fais ton devis, à 8 000 balles ou voilà, qui s'en rapproche, mais on arrête la collaboration juste après. Donc déjà, la loose première a été de me dire ça, mais la loose numéro 2 a été de me dire: «Meuf, tu travailles pas du tout avec les bonnes personnes». Donc j'ai accepté de garder mon devis comme ça parce qu'en réalité, j'avais pas les armes pour me battre si et même en revenant en arrière, je doute que j'aurais fait différemment parce que en fait, ça a impacté mon business, de manière, vraiment importante puisque c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne travailler qu'avec des femmes et des entrepreneuses, donc des petites structures et pas des grosses boîtes. OK. Donc est-ce que je regrette? Oui, non, parce que finalement, sinon, j'aurais pas ma persona, j'aurais pas de ma cliente de cœur et d'avoir ce quand on sait avec qui on veut bosser, en fait, tout est beaucoup plus fluide. Donc cette première loose m'a permis d'affiner mon business et de prendre conscience que le monde, c'est pas le monde des bisounours et voilà, donc 1re grosse loose, ça a été ça. OK, et comment t'as vu la différence justement? Parce que tu dis: «J'ai décidé de travailler qu'avec des femmes», donc j'imagine que c'était un homme que t'avais en face Oui. de toi. Mais c'était quoi justement qui est ressorti? Enfin, en termes de comportement, qu'est-ce qui t'a fait dire: Ça me convient pas»? Qu'est-ce qui fait que c'est très Parce qu'en fait, masculin et pas je trouve que dans le business, entre les valeurs prônées par les femmes et celles des hommes est totalement enfin l'approche est plutôt totalement différente et on voit bien que, c'est un peu, qui pisse le plus loin et ils font s'imposer, requins, machin et tout et moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, je veux pas travailler dans la douleur, hein. Moi, je veux que ce soit fluide, que ce soit smooth, que ce soit, voilà, moi, je veux travailler avec, mes clientes et qu'on rigole et il y a pas ce rapport, voilà, d'argent, qui est vraiment au milieu de tout. Non, pour moi, c'est pas que ça. Donc je voulais pas ça. ça marche. Et outre du coup ce changement, on va dire de positionnement ou plutôt enfin, affiner ton client idéal, est-ce que du coup ça t'a apporté aussi derrière en termes de confiance en toi pour justement pouvoir plus facilement t'affirmer au niveau de tes tarifs, au niveau de tes devis, ou il t'a fallu peut-être plusieurs autres expériences avant de gagner cette confiance-là? Alors je dirais pas que ça a affiné mes tarifs ou quelque chose. En revanche, ça m'a appris une leçon, qui est de demander toutes les informations, mais quitte à être relou, hein. Mais, de pas faire un devis, avec, comme ça, en mettant le doigt dans la bouche et en regardant s'il y a du vent, quoi. Donc vraiment, c'était ça. Ça m'a appris et ça, c'est quelque chose qui se répercute, encore aujourd'hui et heureusement. J'aurais fait la merde à un moment donné, donc au moins je l'ai fait au début et ça m'a permis de pas le faire après. Quand j'avais l'aisance nécessaire pour demander un prix à ma juste valeur. Et si on peut revenir juste sur les 6 premiers mois de ton activité, donc tu nous as dit juste en début d'épisode que, bah, tes 6 premiers mois, ça avait été compliqué et cetera avant de faire le coaching business. Ouais. Est-ce que tu saurais, aujourd'hui avec plus de recul, identifier pourquoi ces 6 premiers mois, ils ont été compliqués? Qu'est-ce que tu as potentiellement fait de «mal» entre guillemets, bien sûr? Quelles sont peut-être les erreurs que tu as pu commettre à cette période-là ou, est-ce que tu as le Ah recul bah, pour, c'est nous en juste que parler? je commençais. Je commençais, je n'avais absolument aucune idée de ce qu'était l'entrepreneuriat, donc je me suis lancée, en attendant d'avoir quand même, ma première cliente.
enfin en l'occurrence c'était un couple qui avait une entreprise et donc j'ai attendu d'avoir des prestations pour pouvoir me lancer. Je voulais pas me lancer sans rien. Et en l'occurrence, c'était une prestation sur du long terme puisque je rédigeais leur blog tous les mois et je créais leur contenu pour leur compte Instagram. Parce qu'à l'époque, j'étais rédactrice web et community manager. Donc voilà, j'avais cette double casquette. J'ai commencé comme ça. Et forcément, c'était des missions, c'était pas un one shot en fait, c'était quelque chose qui suivait, donc ça me rassurait d'avoir ma première cliente et puis de me dire bon bah voilà, tous les mois j'ai du boulot, mais en réalité les missions ne couvraient pas financièrement mes besoins quoi. Donc en plus c'était le début, donc forcément on facture bas, on dit oui à tout, comment communiquer, on nous apprend pas. En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a pas que notre cœur de métier, il y a tout ce qu'il y a autour à faire, donc toute la communication, le marketing, la relation client, l'administratif. Et en fait, on a des multiples casquettes où ça, c'est quelque chose que t'apprends au fur et à mesure. Et forcément, tu peux pas être au top au début. Et en gros, je pense que c'était le cycle. Il m'a fallu 6 mois à 1 an pour comprendre tous les aspects de mon nouveau statut. Et comme quand tu débutes et t'apprends à marcher, tu fais des erreurs, tu tombes, tu te relèves ou pas. Et t'apprends. Et tu peux pas être au top dès le début, c'est impossible. Donc voilà, c'est ça en fait. C'était pas... C'est juste que c'était le processus normal et que je pensais juste que j'étais un peu une daubasse, mais non, en fait c'était logique. Je débutais, je pouvais pas. Enfin, ça aurait été trop beau d'avoir des débuts. Ah non, c'est correct et tout. Non. Merci d'en parler et de dire les mots clairement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices aussi qui potentiellement lancent leur activité depuis quelques mois ou qui comptent lancer leur activité et qui ont très certainement au fond d'eux envie que ça marche du premier coup. Mais du coup, le fait d'entendre qu'effectivement, quand tu te lances, là, 80% du temps, tu galères les premiers mois parce que tu as tout à apprendre, parce que c'est pas inné, parce que oui, ton cœur de métier, tu le fais extrêmement bien, mais tout ce qui gravite autour, c'est un peu nouveau, etc. Et que ça prend du temps à se mettre en place, à se goupiller, etc. C'est très important, je pense, de le dire. Donc, merci pour ce Ouais, partage. parce que je pense que vraiment, c'est 50-50. 50% ton expertise et 50% savoir te vendre. Ouais. Si tu sais pas te vendre et tu sais pas comment te vendre et sur quelle plateforme, etc., t'auras beau avoir la meilleure expertise du monde, en réalité, si t'atteins pas ton client, ça sert à rien. C'est ça. C'est ce qu'on dit, non? Que c'est les meilleurs vendeurs, c'est pas les meilleurs pros qui arrivent, mais c'est les meilleurs vendeurs. Malheureusement, c'est ça. C'est vrai. Ceux qui savent bien parler, Ouais. ils réussissent. Enfin, ils réussissent. Après, je pense que le karma les rattrapera. Mais en attendant, toi, tu galères un petit peu plus. Et c'est marrant d'entendre que pour beaucoup de personnes, il y a cette claque que tu te prends en te disant « Ah putain, en fait, je vais pas pouvoir faire mon métier de cœur tout de suite, en fait. Moi, j'étais là, genre, sereine, je me lance, et puis c'est bon, je vais faire ce que j'aime. » Non, en fait, comme tu dis, il y a énormément de choses à côté à apprendre pour réussir à vivre de ce que tu aimes. Et ça, je pense on se prépare pas bien, en fait. Je pense qu'on n'est pas conscient de ce qui va se passer. Oui, et puis ce que tu dis aussi, c'est très intéressant que mine de rien, la communication, savoir vendre, etc., c'est très important parce qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui se disent oui, mais moi, ça, je sais pas faire, etc. Donc, j'y accorde finalement que très peu de temps et qui se retrouvent sans clients, sans savoir pourquoi, etc. Alors qu'en fait, une des premières compétences à apprendre dans l'entrepreneuriat, c'est voilà, ça va être la communication, peu importe le format qu'on utilise, le canal, etc. La communication et la vente, ça va être le plus important à développer rapidement. Sinon, les clients, ils vont pas tomber du ciel, quoi. Enfin, il y a que dans des films que ça se passe comme ça, quoi. Enfin... Exactement. Trop bien. Du coup, donc ces premières looses donc sur ce devis déjà qui est mal calculé car manque d'informations et définition du coup de ta cliente idéale finalement, enfin en tout cas de cibler un peu plus je veux travailler avec les femmes. Ça s'est passé comment du coup derrière? Est-ce que justement tu as réussi à trouver des clientes de cœur, on va dire? Enfin, comment ça a été le chemin derrière? Je pense qu'en fait ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai parlé à la personne à qui, donc à partir du moment où j'ai identifié ça, j'ai pu parler à la personne avec qui je voulais travailler. Et finalement, elle me ressemble. C'est une femme qui est à son compte, qui a des difficultés pour communiquer, qui a à peu près mon âge. Donc vraiment, je savais comment lui parler puisque c'est clairement ma cliente idéale. C'était un peu mon profil. Donc finalement c'était facile et en fait ça s'est fait naturellement. J'ai jamais eu d'homme qui a voulu travailler avec moi au final. Donc ça s'est fait petit à petit, c'était plus le fait que voilà, je voulais plus travailler avec des entreprises et surtout il y a un autre élément, c'est que j'avais
décroché comme cliente, et c'est une seconde loose, enfin c'est une loose ou pas, une autre cliente qui, en cours de chemin, s'est associée à un homme, justement, parce qu'elle n'avait pas de poids face à ses prestats. Donc c'était un peu... et j'ai trouvé ça... ça m'a fait mal au cœur, mais bref, voilà, c'est une réalité, on va pas se mentir. Mais passons, c'est un autre sujet. Et donc je lui envoie mon devis mis à jour pour de nouvelles prestations, qui était un petit peu de rédaction web, mais surtout stratégie de Instagram et compagnie. Et en fait, donc, je n'ai pas elle au téléphone, mais son nouvel associé, qui m'appelle au sujet du devis, et qui me dit... Alors, je vais vous dire, moi, je veux une Mercedes au prix d'une Twingo. C'est honnête, Et là, hein? je me dis, bah non, désolé, si tu veux une Mercedes, tu payes une Mercedes. Donc déjà, la métaphore, mon prestataire, moi, voiture, a été mon premier warning. Red flag. Bofland. Et là, je me suis dit, alors là, non, mais ça va clairement pas le faire. Donc évidemment que j'ai dit, bah non, je baisserai pas mon devis. Donc c'est tout. Si tu veux quelqu'un de pas cher, bah tu demandes quelqu'un de pas cher, et puis t'auras du travail pas cher. Donc c'est tout. Enfin, il y a aussi, c'est ça, c'est ta prestation, ton prix s'adapte à la prestation. Donc prestation, enfin prix cheap, bah prestation cheap. Hein. Bref, et donc je dis non, je baisserai pas mon devis. Là, et c'était après l'épisode de la première loose, donc je m'étais dit c'est mort. Je commençais à cheminer et à me dire, il n'y a pas que l'argent qui compte, et c'est pas l'argent à tout prix. Et il est hors de question que, parce que je savais très bien l'impact que ça aurait, je l'ai vécu. Si tu baisses ton prix, bah t'es moins motivé, tu procrastines à fond les ballons, et bah tu donnes pas tout, parce qu'il y a toujours ce petit truc qui dit, fais yesh, je bosse pour rien. Et donc, bah, nécessairement, ça impacte ton mood, et moi, mon mood impacte mon travail. Donc, je voulais pas mal faire mon travail. Donc, je veux bien faire mon travail. Tu me payes au prix juste. Donc voilà. Et après, j'ai appelé ma cliente et je lui ai dit, je ne veux pas avoir affaire à lui. C'est soit toi, soit j'arrête. Ouais, donc tu t'es bien affirmée par rapport déjà au premier dossier où voilà, là t'avais pas osé vraiment rentrer pas dans le conflit, mais en tout cas dans la confrontation. C'est Et là, ça. j'ai l'impression que tu t'es beaucoup plus affirmée, genre là c'est non, je sais, j'ai défini une limite grâce à l'autre expérience, j'ai pu définir Ouais. cette limite-là, quoi. Après, je me suis toujours affirmée. C'est-à-dire que pour le coup, le premier entretien, on était tous les trois. C'est-à-dire que j'ai pris l'option où je gardais mon prix pour avoir le blog. Ah oui, spoiler, parce qu'on n'avait pas fini, mais j'ai eu effectivement le blog pendant près d'un an. Donc bon, voilà. Mais j'avais accepté la solution de garder ce prix bas, enfin ce prix bas, mon devis actuel, et pour avoir le blog derrière. Mais ça m'a pas empêché de leur dire ma façon de penser. C'est-à-dire qu'après j'ai dit je fais ça, mais voilà, je vous dis les faits qui étaient que franchement ça me dérange, et j'ai mis mon mécontentement, et ils ont dit c'est normal, on est ok, mais business is business. Donc mais voilà, je me suis pas recroquevillée en me disant bah j'accepte. Non, j'ai dit ok, je prends cette option là, mais sachez que j'en en pense pas moins, et j'ai dit ce que je pensais, c'était important pour moi. Donc, voilà. Donc il y a toujours cette question, ça j'ai aucun problème pour m'affirmer et dire les choses, c'est juste que voilà, je me dis bon, quelle est la meilleure solution sur le moment, et oui, ça peut paraître comme bah tant pis, accepter et tout, mais je dis quand même les choses. Ça, je veux pas travailler, tu vois, la confiance est méga important pour moi, et il faut que mes clients sachent sur quel pied danser. Et c'est hors de question que je dise oui, j'accepte, grand sourire, alors que derrière, je me fonds. J'ai mimé un couteau, hein, c'est moi. Mais d'autant plus que les clients en question, c'était peut-être pas forcément leur faute à eux, c'était plus la Oui, faute de l'intermédiaire au bah final c'est ça. donc ouais, ça paraît logique, ouais. Ouais, Donc, mais c'est bien de l'avoir fait parce que je pense qu'il y a certaines personnes, justement, comme tu disais, des fois, qui vont réduire leurs tarifs parce que, bah voilà, il faut absolument des clients, il faut que je m'en sorte, etc., qui pourraient avoir tendance à, bah oui, oui, merci, avec plaisir, alors qu'en fait, bah, comme tu dis derrière, tu culpabilises parce que, bah putain, mais en fait, je fais ça pour rien, je me suis bradée. Donc, c'est bien de l'avoir fait, d'avoir réussi à le faire, à dire, bon, là, j'accepte parce que, ok, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans, mais par contre, on va poser les mots je quand même, pense quoi. que je pense qu'on l'a tous fait, d'accepter de baisser son levier pour avoir la prestation par peur du manque. Et c'est une erreur qu'il faut
qu'on fasse pour qu'on prenne conscience derrière des impacts que ça va avoir sur la prestation. Si on le fait, je pense que voilà, c'est une sorte de passage obligé pour moi dans l'entrepreneuriat. Alors si on a le mindset suffisant à se dire, bah non, je préfère ne pas avoir cette prestation parce que derrière, peut-être que j'ai des sous de côté ou alors j'ai un partenaire de vie qui me permet d'assurer. Alors là, franchement, ne vous reniez pas. Mais quand on est au début, bah oui, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse ses preuves, ou alors accepter de baisser son devis, mais derrière, peut-être qu'il y a autre chose. Par exemple, moi je sais que là, je vais donner des cours dans des écoles. Bah, mon taux horaire, c'est pas celui que je prends avec mes clientes, mais j'ai accepté parce que derrière, il y avait déjà l'entraînement oratoire que j'allais avoir en donnant des cours, puisque derrière, moi, je veux aller former des grandes boîtes. Oui, j'ai encore viré, mais bon, on en parlera plus tard. Donc, il y a ce truc-là, quand même derrière, où moi, c'est mon truc, c'est la transmission. Donc, ça répond à cette volonté et à mon besoin profond de transmettre. Donc, je suis d'accord. Enfin, en soi, le taux horaire est pas dégueulasse. C'est juste que quand on calcule le temps de préparation de cours plus les corrections, bon, bah là, ça diminue. Mais j'ai accepté parce que derrière, il y avait tout ça qui en découlait aussi. Donc, oui, baisser le prix si c'est votre cliente idéale. Là, c'est la prestation de vos rêves. Derrière, vous allez avoir, peut-être le bouche à oreille va fonctionner et c'est ce qui va vous permettre de switcher. Donc, toujours se poser la question quand même. Mais pour moi, c'est un passage obligé. Est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être d'autres erreurs aussi, entre guillemets, obligatoires à faire quand on débute pour justement prendre bien conscience des choses ou Ouais, justement, ne pas affiner à qui on s'adresse et communiquer à tout le monde. Et de vouloir faire du général peut-être et pas trop être... Alors je dis pas de se nicher à fond les ballons, mais l'adage on parle à tout le monde, on parle à personne, je trouve que c'est un petit peu vrai. Et la niche n'exclut pas le travail, tu vois, on sait pas parce qu'on va se spécialiser qu'on va pas avoir de boulot. Et donc voilà, au début faire du très général, ne pas se positionner et surtout ne pas affirmer sa personnalité, tu vois, d'avoir une communication qui est très lisse, parce que de peur de parce qu'on a une communication brassée, nécessairement, on va paraître, on va peut-être s'exclure des personnes, etc. Donc, lisser, arrondir les angles pour parler à tout le monde. Je trouve que ça, c'est une erreur aussi, un passage obligé. Maintenant, clairement, moi, dans ma communication, même sur mon site internet, des fois, mon mari me dit, t'es sûre et tout. Je dis, bah ouais, enfin, c'est moi. Je veux que, voilà, il n'y a pas de surprise. Là, par exemple, dans mes arguments de vente pour une masterclass que je vais mettre en place, j'ai marqué, elle est complète, comme une galette jambon et fromage. Mais je trouve ça, en fait, en vrai, ça m'a fait penser à ça. J'adore. Et je l'ai marqué valide parce la que ça m'a vanne. fait penser à ça. Et je me dis, j'arrête de me renier. Et voilà, je j'ai pas du tout une communication qui est lisse, j'utilise des termes, enfin voilà. Et ça, au début, je le faisais pas. J'étais vraiment... Donc, Au final, c'est ça qui te démarque aussi. Enfin, c'est bête, mais bon, tu vois, moi, ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça très bien. Du coup, t'es déjà attiré par la masterclass. T'es là, genre, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas si ça m'intéresse, mais en tout cas, elle me fait rire déjà. Et à contrario, les personnes où ça va pas, tu vois, il y a aussi ça, si elles kiffent pas, on va pas aimer travailler ensemble. Et à l'instar du fait qu'on a des clients idéaux, les clients ont des prestataires idéaux. Et des fois, on n'est pas le prestataire idéal. Ce qui m'amène à ma troisième loose. Ah, parfaite transition, magnifique. Ouais, franchement, je l'avais pas anticipé, mais là, ça m'est venu. Et voilà. Et le fait est que là, en l'occurrence, j'étais pas la prestataire qu'il leur fallait. Et donc là, et cette loose, c'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et pareil, ça a marqué un gros, gros tournant dans mon entreprise, puisque c'est à partir de celle-ci que j'ai décidé d'arrêter la rédaction web et de changer mes prestations. Donc après le changement de client, hop, changement de prestation. Donc c'est vraiment les looses qui ont jalonné mon parcours et qui ont impacté le plus grandement mon business. C'est pas mes réussites. Donc pareil, là je suis pas en direct avec les clients, donc encore un couple qui a une entreprise, bref, et je passe par une personne qui me dit je fais toute l'image de marque, etc. On va refaire le site internet, on a déjà bossé ensemble, ça s'est super bien passé. Est-ce que tu veux faire la rédaction web et tout? Et j'accepte. Et c'est bizarre, mais je vous jure que quand j'ai commencé et que je me suis dit, il y a un truc qui me dérange. Je savais dès le départ, j'avais pas mis le doigt sur quoi exactement, mais je savais dès le départ qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et moi, il y a un truc sur lequel je suis extrêmement à cheval,
c'est les dates de rendu. Alors, pourtant, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait faire votre site web, etc., mais vous savez que dans ce domaine-là, les agences, c'est comme dans le BTP. Elles sont à la bourre, mais c'est un truc de ouf. Moi, ça me rend dingue. Moi, on me dit, il nous faut les textes pour telle date, bah t'as les textes pour telle date. Sauf que, au final, pour vous donner une idée, on m'avait demandé le texte en décembre. Le site est sorti en mai. Donc, alors que tout était... J'ai pas compris ce qui s'était passé. Hein, franchement, bref. Donc, on me dit, il faut les textes à telle date. Moi, je donne les textes à telle date. Première erreur, parce qu'en fait, il se trouve que j'avais la grippe. Est-ce que vous avez déjà essayé de rédiger un site web quand vous avez la grippe? Non, ça ne se passe jamais rien de bon, généralement. Ah bah, je vous confirme. J'ai fait à peu près 1 million de fautes d'orthographe. Non, j'en ai pas fait énormément, mais il se trouve que mes clientes étaient très à cheval sur l'orthographe. Et pour une rédac, ça la fout quand même mal. Et je sais pas, franchement, et j'ai relu mes textes après, je vous assure, j'étais là. C'est moi qui ai écrit ça, mais j'avais honte. Mais honte. Il y avait des phrases où j'étais là. Qu'est-ce que t'as voulu dire? Est-ce que c'est Donc, bref. français, d'ailleurs? Donc, j'envoie, donc je rédige les textes et je les envoie. Et genre une semaine après, j'ai un mail de l'intermédiaire me disant ils sont pas du tout contents, ils détestent. Et là, je me dis oh, merde. Donc déjà, je suis mal parce que je déteste décevoir. Ça, c'est ma plus grande crainte en étant avec mes clientes, c'est vraiment de les décevoir. C'est la pire chose qui peut arriver. Donc là, je me dis, oh punaise. Donc le pire scénario se réalise et c'est la première fois que ça m'arrive, quelqu'un qui n'aime pas mes textes. Donc je dis ok. En plus, il faut savoir que la manière dont j'écris, c'est soit ça passe, soit ça casse, mais j'ai une rédaction où je sais qu'on me choisissait, c'était pour ça. Donc, et là, ils m'ont pas choisi, en fait. Et ils n'aiment pas ma manière de rédiger. Et quand on est rédac, c'est quelque chose qu'on peut pas changer. Ça, on peut pas se renier. J'ai un style qui est vraiment particulier. Et donc, ça passe pas. Et je me dis, voilà, ça va être compliqué quand même. Donc, on fait la réunion de genre post-apocalyptique. Donc, déjà, il faut savoir que là, j'y allais, j'étais vraiment pas à l'aise. Et en gros, je me suis dit, meuf, t'as deux solutions. Soit tu reconnais tes torts, soit tu dis, oui, parce que la manière dont c'était tourné en plus, mais c'était catastrophique. Genre, c'était à base de, si tu retouches pas les textes, ils vont te faire la mauvaise pub et compagnie. Genre, vraiment, le truc qui m'a plombé. Là, je me suis dit, ok, soit tu te vénères, déjà, ce chantage horrible. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me vénère? Est-ce que je ronge mon frein et je reconnais mes torts? Je me suis dit, ok. Donc, j'y vais et je me dis, je les laisse pas parler, je parle en premier. Parce que, en gros, la manière dont c'était tourné sur le mail, c'était vraiment, ils vont t'assassiner sur place. Et hors de question. Je pouvais pas laisser faire ça. J'ai aussi, j'avoue, c'est une question d'ego qui rentre un peu en jeu aussi. Mais toujours est-il que j'avais fait de la merde, donc je le reconnais. Donc, on lance la visio, et donc je me présente déjà parce que j'avais jamais eu affaire à eux, et je dis, j'aimerais prendre la parole si ça vous dérange pas. Et je commence, et je leur explique. Je leur dis, alors, je pense que j'ai fait des erreurs. J'ai commis 2 erreurs principales. La première, ça n'a pas été de faire le processus habituel, c'est-à-dire que quand je rédige un site web, moi je rencontre les personnes, je veux qu'elles m'expliquent leur histoire, pourquoi elles font ça, comment elles font ça, et moi c'est ma base de travail, c'est cette interview qui va me permettre de rédiger après. Là, ça a été ma première erreur, c'était de m'être basée sur un document PDF d'image de marque, et j'aurais pas dû. Donc je m'excuse, mais on aurait dû faire ce rendez-vous. Ma deuxième erreur, ça a été de travailler alors que j'étais pas en capacité de le faire et j'aurais dû vous dire, je ne peux pas rendre les textes à temps, donc j'attends d'aller mieux et je rédigerai les textes quand je serai à ma capacité maximale. Là, voilà, ça a été ma seconde erreur, donc je vous prie de m'excuser. Donc maintenant, on va repartir sur de bonnes bases. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse cette fameuse interview et que vous vous présentiez? Et voilà, et c'est parti comme ça. À aucun moment, ils m'ont assassiné ou quoi que ce soit, donc je sais pas si c'est la personne qui avait exagéré ou pas. Je pense qu'ils étaient vénères en vrai et que c'était possible. Mais toujours est-il que j'ai commencé le truc comme ça. On a fait l'interview. J'ai pris des notes, tout ça. Je rédige. Et 2 semaines après, ils ont détesté. Ok. Tout va bien. Et là, je me dis, ok. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Donc, dès le départ, en fait, mon intuition qui me disait « le fais pas », j'aurais dû l'écouter. Mais je l'ai fait parce que j'avais déjà travaillé avec cet intermédiaire, que je l'aimais beaucoup, que ça s'était toujours super bien passé. Et voilà, donc il n'y avait pas de raison. Mais je le sentais mal et j'avais pas mis le doigt dessus. Et voilà, et ben en fait, j'ai su pourquoi je le sentais mal. J'étais pas leur prestataire, c'était pas mes clients idéaux. Mais je pense surtout que c'était pas mes prestataires.
J'étais pas leur prestataire, j'étais pas la rédac qu'il leur fallait. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas recorrigé les textes une 3e fois, ils ont dit je vais les corriger les textes. Donc c'est la personne qui a fait l'image d'art, elle me dit je te demande pas parce que je sais que ça passerait pas. Elle me dit donc je les corrige. Oh, franchement, gros coup au moral. Hein. Quand on me dit ça, c'est-à-dire que tellement on n'aime pas ce que tu fais, c'est qu'on te redemande même pas de corriger. On s'arrête là. Oh, j'étais waouh, dur. Sachant que là, attention, rentre en compte aussi le devis. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai rédigé quand même le site en entier une 2e fois. Mais bon, j'avais fait de la merde, donc j'étais normalement dans le devis, quand on rédige, on a la rédaction, puis après on a les corrections. Donc ils sont envoyés une fois, les petites retouches à faire, ça j'aime pas, change, machin. Là, on était sur une refonte totale des textes. Donc je me dis bon allez, ça rentre dans les corrections, je le fais, c'est pas grave, machin. Et donc elle retouche les textes et elle me dit par contre, il te demande de transformer ça en façon rédaction web, donc viens corriger derrière en rendant ça SEO friendly. Question, est-ce que je le fais gratuitement ou est-ce que je fais payer? Sachant que dans tous les cas, je savais que ça allait s'arrêter là, il n'y avait rien derrière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends du temps? Puis transformer des textes en SEO friendly, je peux vous assurer que ça prend du temps. C'est pas le truc que vous pouvez faire rapidement. Donc là, pareil, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où une autre menace rentre en considération, où elle me dit, il faut que tu le fasses gratuitement, parce que sinon, ils vont te descendre auprès de tout le monde. Et là, en gros, là, je dis, c'est trop. J'appelle et je dis, écoute, j'ai rédigé gratuitement leur site. Je vois pas, je veux pas faire face à cette menace-là. Clairement, je trouve ça dégueulasse. Leur valeur, ça en dit beaucoup sur eux. Et je dis, en même temps, je vais dire un truc. Leur domaine d'activité, moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui pensent comme ça. Et j'ai pas envie de travailler avec des gens avec qui ils travaillent parce que ça veut dire que les autres pensent comme ça. Donc, dans tous les cas, moi, que j'ai pas de travail derrière, je m'en contrefous. En fait, je n'en veux pas. Donc, le problème n'était pas là. Le problème était de savoir, est-ce que, qu'est-ce que je fais? Et donc, en gros, j'ai envoyé un mail je suis pas passée par la presse, j'ai envoyé un mail et je leur ai dit que je trouvais... encore une fois, je leur ai dit ma façon de penser. J'ai dit que je trouvais ça vraiment... pas dégueulasse, mais j'ai tourné les choses d'une manière différente. Et j'ai accepté de rendre ça SEO friendly parce que il fallait clôturer. Et j'ai dit que c'était la dernière fois qu'ils me demandaient quelque chose. Qu'après ça, c'était fini, que je voulais plus en entendre parler. Et on s'arrêtait là, quoi. On arrêtait les frais maintenant. Parce que en fait ça n'en finissait pas et on parle quand même de juillet, donc depuis décembre j'étais dans le truc où je me faisais assassiner tout le temps, que vraiment j'avais perdu confiance en moi et tout, mais c'était ce truc là il m'a c'est un peu fort comme terme, mais c'est néanmoins ce que j'ai ressenti, c'est que ça m'a anéanti. Clairement cette prestation là m'a anéanti, tout ça parce que j'ai pas écouté mon intuition et encore une fois parce que j'avais en fait, je pouvais travailler, c'était un beau devis, etc. Résultat des courses, mais pas bon devis du tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à faire l'équivalent de 3 sites web, plus une optimisation SEO, pour un devis. Donc non, très très mauvais plan. Donc extrêmement loseuse. Ouais, parce qu'elle a duré longtemps en plus, cette loose, parce Ouais. que tu nous dis décembre jusqu'à juillet, ça fait 6-7 mois. Elle m'a poncé le moral. Insupportable. Ouais, parce que du coup, t'as eu quoi? T'as eu des remises en question, t'as eu aussi de la frustration, je pense, de devoir tout refaire à chaque fois. J'ai eu remise en question. Clairement, ma confiance en moi a diminué à peau de chagrin. Et c'est marrant parce que ma good newsletter de demain, le thème, c'est la confiance en soi. Et je fais la métaphore une comparaison plutôt, entre un ballon de baudruche, vous savez, pour les enfants, où il y a des... Voilà, quand vous avez confiance, il est tout bien, tout gonflé. Et le ballon de fin de soirée qui a été piétiné par 1 million d'enfants et qui ressemble à un truc tout flasque, dégueulasse, là. Ouais, Ça, c'est de la confiance en... Et je trouve vraiment que des fois, elle est au top, des fois, elle ressemble à ça. Et là, en l'occurrence, ils ont réduit ma confiance en moi à peau de chagrin. C'est-à-dire, je me sentais comme une merde de cafard. Vraiment, c'était atroce. Donc, je vous laisse imaginer les répercussions sur le mindset. Et en l'occurrence, je m'en suis pas cachée. Donc, moi, je communique essentiellement sur Instagram. Et je m'en suis pas cachée sur les réseaux. C'est-à-dire que vraiment, j'ai partagé cette loose tout du long. En disant ce qui se passait et que c'était pour ça que je me sentais... Enfin, que j'étais pas bien et que ça m'avait impacté. Et étant donné que je partage vraiment les coulisses et aussi bien les réussites que les échecs, c'était important pour moi de dire, en fait, oui, depuis le début, je vous dis que mes clientes sont contentes et que ça se passe bien, mais ça peut aussi mal se passer.
Et là, en l'occurrence, ça se passe très, très mal. Donc voilà. Et du coup, comment tu fais pour rebondir justement après un épisode comme ça où ta confiance, ton moral, c'est ras les pâquerettes, etc. Comment tu fais pour reprendre du poil de la bête et avancer, quoi? Eh bien, ça m'a pris 6 mois à me sortir. Non, en réalité, non, ça m'a pris 1 an. Ça m'a pris 1 an, c'est-à-dire que à partir de cet épisode-là, maintenant avec le recul, je peux vous le dire, hein, c'est-à-dire que je pense que c'est l'élément déclencheur qui m'a menée au fond du trou. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai frôlé de peu vraiment la dépression. J'étais dans un état, mais mon CA. En fait, il faut savoir que l'année d'avant, j'avais fait mon plus gros CA, je devais être à presque 40 000 euros. Bref, je me posais même la question de passer en entreprise, etc. Et à la fin de l'année, de cette année-là, donc avec janvier, tout ça, j'ai fini l'année à 12 000 euros. Donc ça faisait quand même 5 ans que j'étais à mon compte. Vous imaginez bien la claque monumentale que je me prends. Et en fait, du coup, à partir de ce moment-là, vu que j'allais pas bien, j'ai pas réussi à donner envie aux gens de travailler avec moi. Donc j'avais plus de prestations. Et en fait, ça a été un engrenage et un cercle vicieux où c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que l'échec m'a conduit à être mal. À être mal, forcément, du coup, j'ai pas de boulot, mais j'ai pas de boulot me conduit à être encore plus mal. Donc du coup, j'ai passé des mois très, 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 très compliqués. J'ai décidé d'arrêter les ateliers Instagram qui étaient en fait la pire décision à prendre. Puisque c'était pas les ateliers que je devais arrêter, c'était la rédaction. Et en fait, j'avais du mal à prendre cette décision et je la prenais pas et ça me mettait dans un état pas possible. Bref, j'ai énormément pleuré. On s'est retrouvés dans des difficultés financières avec mon mari parce que du coup, on se retrouvait avec un seul salaire. Ça aussi, il faut en prendre en considération. Les difficultés financières me mettaient dans un état lamentable. Bref, ça a été atroce. J'ai vécu des mois et des mois horribles jusqu'à ce que arrive le jour de l'an. Je me prends une mine monumentale. Je me réveille le lendemain. Bref, je vous passe les détails, mais avec une gueule de bois de l'espace, je renvoie mon bol de choc à pic. Et là, dans les toilettes, je regarde mon bol de choc à pic. Je me dis, meuf, c'est plus possible. Tu te sors les doigts du et tu y vas, quoi. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur où je me suis dit, ok, le phénix renaît de ses cendres. J'ai passé une année à me morfondre et à être une grosse loseuse. Maintenant, c'est mort. Moi, je veux plus. Et il faut que ça s'arrête maintenant. Donc, le lendemain, je me fais une sorte de stratégie de vie où je me dis, ok, à quoi tu veux ressembler, en fait, à quelle meuf tu veux être, la Pauline, la vraie Pauline, c'est quoi? Et la vraie Pauline, elle fait ça, elle mange ça, elle fait ce sport-là, voilà, si t'arrêtais d'un peu de te morfondre, qu'est-ce que ta best life, elle ressemble à quoi? Je me suis dit, ok, moi je veux ça, 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 ça. J'ai fait un vision board, je me suis imaginé, je me suis dit, maintenant que tu veux ça, comment tu fais? Donc, quelles sont les actions que tu vas faire concrètement pour atteindre tes objectifs? J'ai listé toutes mes actions et en fait, je me suis fait un plan cette année. Donc, j'ai fait un virage dans mon entreprise. J'ai arrêté totalement la rédaction web. Je me suis concentrée sur la formation. J'ai changé aussi. Je me suis dit que je voulais travailler avec des grosses structures, donc des vraiment grosses boîtes, parce que voilà, c'est un challenge supplémentaire et c'est un autre step dans la formation. Je voulais faire des formations collectives, bref, je voulais mettre en place plein de choses et me concentrer sur parce que c'était ça que j'aimais en fait. Donc voilà, j'ai opéré ce virage, j'ai changé totalement mes prestations, j'ai tout changé et donc on est à mi-année maintenant après ce changement et ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Je n'ai jamais été aussi alignée et aussi heureuse de toute ma vie. Ouais, c'est fort, c'est fort. Ouais. Et du coup, justement, tu le ressens dans ton rapport avec tes clientes, justement, et ton business, parce que tu nous disais ça allait pas, du coup, ton CA était Ouais, à la hauteur de ton moral, finalement. ouais, c'est ça. Là, comment ça se passe? Et là, je pense qu'on attire ce qu'on envoie et en fait, en étant aligné, je pense que j'ai attiré c'est vraiment ça, c'est en étant c'est ça qui revient quand on m'envoie des MT, on me dit tu rayonnes en ce moment, c'est un truc de ouf. Et en fait, je pense qu'on attire vraiment ce qu'on dégage. Et en l'occurrence, j'ai commencé à dégager de la niaque avec l'envie profonde et en fait, étant alignée
bah, c'est hyper logique de communiquer. Les prestations, bah, c'est hyper logique de parler de ce que tu fais, d'être transcendé par ce que tu fais, et tu donnes envie aux gens de bosser avec toi. Et en fait, j'ai commencé à avoir des ateliers, etc., que ça prenne. Je suis intervenue dans des entreprises, dans des écoles. Là, j'ai décroché les cours en L3. Je fais un séminaire pour des L3, un cours pour des L1 et un cours pour des M4. Je vais donner une énorme formation sur l'IA générative dans une très grosse entreprise française, vraiment dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé. Là, on vient, pareil, une autre belle entreprise du Nord m'a demandé de venir former ses équipes de communication. Enfin, clairement, c'est tout se goupille et à aucun moment je n'ai démarché. C'est-à-dire je n'ai pas fait d'action positive, non positive, pas positive, négative, mais le fait d'agir pour aller chercher des clientes. C'est-à-dire tout est venu à moi comme ça. Ouais, comme tu dis, ça a vraiment attiré le positif, hein, toutes les opportunités, trop bien. C'est J'aimerais ça. juste revenir parce que tu en as parlé et je trouve ça important. Tu as dit que le moral, du coup, ça jouait beaucoup. Enfin, ce qui se passait dans ton business, ça jouait beaucoup aussi sur le personnel. Donc, tu l'as dit sur ton mindset, etc. Sur ton conjoint aussi, enfin, difficultés financières. Je sais que tu as des enfants aussi. Ouais. Comment tu as été de gérer le perso, du coup, cette phase compliquée que tu as dit, tu as frôlé la dépression? Comment ça s'est Ouais. passé par rapport à justement... parce que je pense que pour les auditeurs, auditrices, c'est intéressant parce que des fois, on se dit, ouais, bah, le business, c'est le business. Non, on reste des personnes et donc si nous, comme tu dis, si nous ça va pas bien, ça se ressent, ça déborde de tous les côtés qu'on Mmh. va pas bien. Du coup, ton perso, comment ça s'est passé à ce moment-là? Enfin, si c'est ok pour toi d'en parler, Ouais, évidemment, bien mais sûr. En fait, il faut savoir que moi, j'ai jamais caché mes émotions, ni à mon mari. Enfin, il y en a qui sont très pudiques. Moi, je suis pas du tout pudique sur mes émotions. Et en l'occurrence, mes enfants, enfin, quand ça va pas, ils le voient. Et moi, je pleure beaucoup. J'ai besoin que ça sorte. Et donc, du coup, bah, quand j'étais dans cette phase-là, je m'en souviens, on est partis en vacances. Je pense que j'ai pleuré les 3 premiers jours sans pouvoir m'arrêter. Donc, et je leur ai expliqué, je leur ai dit: «Bah, voilà, maman, elle va pas bien. Pourquoi elle va pas bien? Donc, vous allez la voir triste, vous allez la voir pleurer, mais c'est pas à cause de vous, vous n'y êtes pour rien, c'est juste que moi, il faut que je règle mes problèmes à moi et ça va pas être du jour au lendemain». Donc en fait, ils savaient dans quel état j'étais et pourquoi j'étais dans cet état-là. Donc c'était important pour moi qu'ils comprennent et à aucun moment, et je suis fière de pouvoir leur dire, ça les a impactés eux. C'est-à-dire qu'au contraire, ils venaient me voir en me disant: «T'inquiète pas, ça va aller», enfin vraiment, ils ont été extraordinaires sur ce coup-là, ils ont fait preuve d'une maturité, donc vraiment j'étais extrêmement fière parce que, mon fils comme ma fille, vraiment ça les a pas impactés de manière négative et au contraire, je trouve que maintenant, enfin quand eux dans leur gestion des émotions, quand ça va pas, ils me le disent, ils m'expliquent pourquoi. Enfin là, mon fils est en phase de préadolescence et ça déborde de partout. La colère, la frustration, tout ça, vraiment. Et il me dit: «Je comprends pas ce qui se passe», tout ça. Et donc il me le dit. Il me dit: «Voilà ce qui se passe et je comprends pas». Donc je lui explique et franchement, ça aide à passer le cap. C'est incroyable. Mais bref, c'est pas l'objectif non plus. Hein. J'ai pas voulu être mal pour que je gère bien leurs émotions, mais c'est arrivé. Et donc je leur ai expliqué. Et quant à mon mari, franchement, je dois avouer que je pense que j'ai trouvé l'homme parfait, hein, vraiment, on va pas se mentir. Et il a été extrêmement présent. Il m'a dit: Je prends le relais sur tout. Sur t'as besoin de moi là, donc ok, c'est pas grave. Donc c'est lui qui, donc financièrement parlant, c'est lui qui a payé tout, absolument tout. Et à aucun moment ça a été un sujet. C'était un non-sujet. En fait, à aucun moment, ça a été une problématique parce que moi, je me sentais pas mal. Parce qu'en fait, on a toujours vécu comme ça. À un moment, moi, je bossais, enfin, je gagnais énormément d'argent. Lui, il était en recherche d'emploi. Enfin, vraiment, pour la petite histoire, on est ensemble depuis qu'on a 15 ans. Donc, forcément, on a eu énormément de cycles de vie. On a été étudiants fauchés. On a été des débuts travailleurs très aisés. Enfin, bref. Et donc on a vécu tous les cycles comme ça et on a fait face à toutes les situations possibles. Et là, c'était mon tour bah voilà, de me laisser porter par lui et de me reposer totalement sur lui. Et j'ai eu cette chance que ça soit un non-sujet, vraiment. Qui subvienne à nos besoins. Il voyait pas où est le problème. Il me disait non, bah, c'est ok. En fait, l'argent que je gagne, c'est pour nous de toute façon, donc il n'y a pas de sujet. Je lui ai quand même dit, est-ce que tu veux que je reprenne un salariat parce que vraiment ça devenait problématique. Il m'a dit non. Certes, on se serre la ceinture, mais on a un toit au-dessus de nos têtes, on a à manger dans nos assiettes, et c'est ok. En fait, ça va, ça ira, t'inquiète pas, fais-toi. En fait, il avait plus confiance en moi que moi j'avais confiance en moi. Et en fait, il a attendu, voilà, tout du long, il m'a vraiment, il m'a aidé. Et si je m'en suis sortie, c'est grâce à lui aujourd'hui, quoi. Clairement aussi parce qu'il était là et qu'il m'a laissé le temps de faire mon deuil un peu de cette partie de mon entrepreneuriat.
de faire mon deuil et de me dire, ok, ça c'est derrière moi. Et voilà, on est dans un nouveau cycle et je sais, grâce à ça, que je vais en avoir d'autres de cycles et qu'il faut pas que j'ai peur. En fait, ça m'a permis de montrer que le pire scénario que je m'étais dit, vraiment la pire loose que je pouvais avoir, c'était de gagner 0 par mois. Et ça s'est réalisé. Et en fait, j'en suis pas morte. Je me suis relevée et je vois que c'est possible. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est que j'ai plus peur. J'ai plus peur de lancer une nouvelle prestation. J'ai plus peur de prendre un virage si parce que j'ai mis ça au point, mais finalement, ça me casse les roubignoles et j'aime pas, bah j'arrête. En fait, j'ai plus peur de ça. Et bah, je peux vous dire que ça, c'est un sacré game changer. Parce que quand vous avez connu le pire scénario, en fait, vous vous rendez compte que bah non, c'est ok, vous vous relevez. Et bah, en fait, il n'y a plus rien qui est une barrière. Vraiment. Et est-ce que tu penses que du coup, avoir vécu en fait on va dire cette grosse loose qui a duré sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, est-ce que du coup enfin, quelque part c'est quelque chose qui t'a construite toi aujourd'hui tel que tu es, mais est-ce que si t'avais pas vécu cette étape-là, est-ce que tu penses que t'en serais au même endroit aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que c'est la loose qui m'a détruite et qui m'a construite. Vraiment. Et ça me fait penser. En fait, moi, je suis très. Alors, pas spirituel, c'est un bien grand mot, mais j'aime bien. J'avais fait un tirage de tarot et il y avait cette notion de. En fait, quand j'étais vraiment dans le flou artistique et que ça allait pas, il y avait cette notion de destruction. Donc, c'était la tour, je crois, je sais plus. Et elle me dit il faut que tu détruises tout pour rebâtir, en fait. Les cartes te disent ça. Et c'était compliqué pour moi parce que elle me disait aussi autre chose. Elle me disait de changer sans changer. Et je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris après. C'est que la prestation que j'avais arrêtée, les ateliers, qui étaient la transmission, etc. En fait, il fallait que je le refasse, mais que je m'adresse à d'autres personnes. Donc en fait, c'était de faire l'ancien avec du nouveau. En fait, ça disait de me baser sur mon expertise, mais enfin, c'était. Et en fait, après, quand je relis les cartes et ce tirage-là, je me dis, mais putain, tout était tellement vrai. J'avais tout sonné depuis le début. Et franchement, j'ai pas agi en fonction de ce tirage-là, mais mes actions, au regard de ce tirage-là, me confortent dans l'idée que j'ai pris les bonnes décisions. Et donc voilà, donc ouais, ça m'a détruite, mais ça m'a construit aussi. Donc, et je pense que si j'avais pas eu ça, je serais toujours en train de faire ce que je faisais avant, sans être malheureuse, mais sans être tellement heureuse ni épanouie, parce qu'il me manquerait quelque chose, ça c'est en fait, hein, vu que ça m'a manqué, c'est pas quelque chose qui aurait changé, mais je serais dans mon confort. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est que les gens, et je trouve que c'est vrai, c'est que les gens, ils préfèrent le confort au bonheur. Et je me suis rendu compte, grâce à cette épreuve, qu'il fallait pas privilégier le confort au bonheur. Et que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, quitte à vivre une loose monumentale, et à échouer et à tomber, bah, il faut prendre le risque, parce qu'après, c'est le bonheur à la clé, en fait. Elle est géniale cette phrase. J'adore, elle est exceptionnelle. Mais c'est tellement ça, enfin, je le vois bien, ne serait-ce que dans les coachings, enfin, c'est toujours ça, c'est bah oui, mais là je suis bien, alors que ce qui m'attend de l'autre côté, je sais pas trop ce qui va se passer, ça fait flipper, comme tu l'as dit, ça fait peur et tout, je sais pas où je vais. Du coup, bah je préfère rester dans ma merde, excusez-moi, hein, mais je préfère rester dans ma merde qui est confortable parce que je la connais. C'est Mine ça. de rien, c'est un confort assez inconfortable, mais je connais, donc c'est cool. Mais en attendant, tu t'autorises pas à vivre quelque chose de mieux. Donc c'est vrai que alors c'est très humain, c'est normal, hein, en effet, pour se préserver, surtout pas utiliser trop d'énergie. Mais comme je dis tout le temps, ton cerveau, il est pas là pour te rendre heureux. Donc c'est toi qui vas devoir prendre des décisions et passer à l'action pour qu'il se passe des choses un peu plus fun que, comme tu dis, vivre ta vie. T'es pas malheureux, mais t'es pas heureux non plus. T'es C'est juste ça. en train de pas stagner, mais presque en fait. Donc j'adore cette phrase. Elle est vraiment très très parlante, je trouve. Je la ressortirai. Je note. Vas-y, fais-toi plaisir. Génial. Dans la même lignée, là, des phrases un peu punchline, etc. Il y en a une, alors elle est en anglais, donc je vais essayer de traduire ça pour les auditeurs et auditrices. C'est que, en gros, c'est la magie que tu recherches se trouve dans les choses et les tâches que tu évites au quotidien, en fait. Et souvent, c'est ça, c'est que du coup, tu as peur de passer à l'action sur telle ou telle chose parce qu'en fait, ça te sort clairement de ta zone de confort. Mais c'est en faisant ce pas de côté, justement, là où t'es pas très stable, que tu vas pouvoir récupérer ce que t'es venu chercher réellement, quoi. Mm. Je trouve que c'est un très beau message. C'est ça. Là où c'est terrifiant, généralement, faut y aller. C'est bon signe. C'est que Ouais. moi, je dis quand il y a de la peur, il y a de l'envie. Donc oui, ça fait peur, mais c'est qu'il y a quand même un investissement émotionnel. Donc à un moment, faut retrousser ses manches et puis il faut sauter, quoi. Et puis on verra bien ce qui se passe. Exactement.
Trop bien, trop bien, bah génial. Du coup, Pauline, est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à nos auditeurs, auditrices, alors peut-être pour prendre soin de soi, écouter son intuition, enfin tu nous as parlé un petit peu de tout ça, que là en plus tu as mis une routine depuis 6-7 mois là où tu fais du sport, tu as changé ton alimentation, j'ai l'impression. Donc quel conseil tu pourrais donner justement par rapport aux erreurs ou par rapport au fait de justement savoir rebondir? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire Ouais, ressortir? je pense qu'il faut prendre l'entrepreneuriat, pas juste pour l'entrepreneuriat, mais de manière holistique. C'est-à-dire que c'est pas que ça. C'est tout nous impacte à un moment donné, tout ce qui se passe dans notre vie privée, dans notre vie pro, et il faut faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté. Et il faut pas négliger notre bien-être, le temps qu'on prend pour soi. Et ça, je trouve que c'est méga important parce que, en fait, j'ai décidé de faire de moi ma priorité absolue. Et à partir de là, en gros, bah, je me suis envoyé comme message que j'avais de la valeur, que j'étais importante. Et, et forcément, ça rejaillit à un moment donné sur ton mindset et la manière dont tu te présentes et la manière dont tu vas facturer, tout simplement. Et quand tu t'accordes de la valeur, quand tu t'accordes du temps et cette importance, bah, ça gonfle un petit peu cette confiance en soi. Et de cette confiance découle énormément de choses. Notre capacité à nous présenter. Enfin, tu vois, si tu crois pas en toi, bah, comment les autres vont croire en toi, en fait. Donc voilà, il faut pas prendre... l'entrepreneuriat, c'est une boule à facettes et c'est vraiment une approche holistique qu'il faut avoir et globale. C'est ton alimentation, c'est ton lifestyle, c'est tout. Moi, le sport, ça a été aussi un révélateur parce que depuis, ça fait 4 ans que je boxe maintenant. Et en fait, il y a vraiment, à chaque fois, je pense que je fais des analogies systématiquement entre la boxe et, enfin, en tout cas, le sport de combat, et mon entrepreneuriat. Tu vois, cette capacité, quand t'as un adversaire en face de toi qui est plus fort, tout simplement, bah, tu vois, de se dire, d'être humble et de se dire, bah, ok, je me suis pris une branlée, mais il y avait une raison. Et tu vois, cette humilité, ça rejaillit aussi, bah, quand tu fais face à l'échec. Se dire, bah, ok, mais c'est pas grave. C'est un fait, c'est arrivé, il y avait une raison. C'est parce qu'en face de moi, il y avait plus fort que moi. Et il y avait quelqu'un qui était mieux, voilà, que sa prestation répondait plus aux besoins de mon client. Donc c'est tout. Et en fait, pour aborder l'échec qui peut, on l'a vu, anéantir vraiment, mais encore une fois, c'est surtout de se dire que les échecs, certes, dans un premier temps, vont peut-être t'anéantir, mais derrière, tu vas forcément rebondir. Peut-être que ça ne sera pas immédiatement, moi ça m'a pris 1 an. Et 1 an au fond du trou, je peux vous dire que c'est long, hein. J'ai cru que j'en sortirais jamais. Et il faut peut-être que tu vomisses un bol de choc à pic pour te rendre compte des choses. Mais il y a forcément un déclic. Il prend plus ou moins longtemps, mais voilà. Et après, tu vas actionner des leviers, mettre des choses en place qui vont te permettre justement de ne plus jamais revivre la loose qui pourrait t'enterrer définitivement. Parce que tu sais. Et en fait, à partir du moment où tu as vécu la situation, en fait, c'est ça qui fait très peur au cerveau, c'est l'inconnu et ce qui t'empêche de passer à l'action. Comme je disais, moi, je l'ai vécu le pire que je m'imaginais. Et en fait, j'avais plus peur de la peur elle-même que ce qui s'est passé en réalité. Donc, à partir du moment où tu l'as vécu, tu te dis, bah non, c'est ok, je suis toujours là. C'est fini. Après, c'est bon, c'est parti. Là, je sais que pour moi, c'est parti et que j'aurai plus de grosses difficultés dans mon entrepreneuriat. Ça n'arrivera plus. Trop bien. C'est un magnifique mot de la fin. Allez, on se donne rendez-vous dans 2 ans. On fait un bilan, on voit où t'en es. Est-ce que t'as encore vomi un bol de choc à pic ou cette fois c'était des Nestwik? On ne sait pas, mais très bien, trop bien. Bah super, je crois qu'on est pas mal. Hein. Lise, quelque chose à rajouter Non, moi j'aurais bien voulu poser la même question que toi, mais du coup peut-être plus à titre pratico-pratique d'un point de vue business. Si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, auditrices, tu vois vraiment quelque chose à faire dès le départ pour entre guillemets mettre toutes les choses de son côté, comme tu l'as très bien dit, qu'est-ce que ça serait? Ça serait d'effectuer toutes ces actions avec un prisme qui est, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Si j'arrêtais de me mentir, ben en fait, je dirais ça à ma cliente. Si j'arrêtais de me mentir, je facturais ce prix-là. Si j'arrêtais de me mentir, je communiquerais de cette façon-là. Et en fait, ce prisme-là, ça a été aussi vraiment... genre, je me suis dit, ok, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que moi je voudrais faire? Si j'arrêtais d'avoir le poids de la société sur les épaules, l'avis des personnes qui m'entourent, etc., et que ça n'avait aucune importance. Juste moi, en étant totalement honnête avec moi-même et en enlevant toutes les barrières, etc. Qu'est-ce que je ferais?
Et bah, ça a changé beaucoup de choses. Parce que j'ai admis, enfin, ce que je voulais vraiment faire. Et à partir du moment où on admet ça, on sait quelles actions on peut effectuer concrètement. Et en fait, ça débloque un truc. Ça débloque toutes les peurs, le syndrome de l'imposteur, la vie des autres. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Moi, je peux pas me montrer sur Instagram parce qu'il y a des gens que je connais qui me suivent. » Et en fait, je lui dis « Mais en fait, c'est une barrière que tu te mets parce qu'en réalité, la personne derrière son écran va te dire « Oh, t'as vu, elle a parlé devant son écran. » Enfin, personne ne fait ça, en réalité. C'est juste que, à un moment donné, il y a une peur derrière, mais si t'as envie de le faire, mais fais-le. Donc voilà, arrêtez de se mentir quand on fait les choses. J'adore. Je pense que ce conseil, il risque de piquer chez certaines personnes, mais de résonner très très fort. Ouais, ça de toute façon, c'est un truc que je parlais justement il y a pas très longtemps pour l'estime de soi en général. Soyez honnête envers vous-même, arrêtez de vous voiler la face, c'est pareil, arrêtez de vous mentir, arrêtez de modifier un peu la réalité pour dire ah oui mais non mais je me suis pas plantée, c'est juste qu'il y a eu une petite erreur sur le parcours. Non, si tu t'es planté, tu t'es planté. Ça sera beaucoup mieux pour toi et ton estime d'être honnête et sincère. Ou pareil, j'avais vu un exemple, genre, ouais, j'ai 1000 abonnés alors que t'en as 980. C'est con comme détail, hein. Mais c'est que t'es en train de falsifier la réalité parce que l'image de j'ai pas encore 1000 abonnés, ça fait je suis pas assez légitime dans mon métier, etc. Donc, c'est des petits mensonges du quotidien et tu vois, sans parler encore de qu'est-ce que tu as envie de faire, mais juste des petits mensonges comme ça qui viennent saboter petit à petit. Donc là, c'est génial comme conseil arrête de te mentir, arrête de te raconter des histoires et sincèrement, qu'est-ce que tu veux? J'adore. Oh, j'adore. Parfait. Ça sera le titre de l'épisode. Ça ou vomir ses chocs à pic, comment ça a tout changé dans son business. Ça me plaît bien aussi. J'ai hâte de voir le titre, hein, franchement. Ce sera la surprise. Bon, trop bien, Pauline. Merci beaucoup d'être venue témoigner de façon si sincère et honnête. Justement, ça sera peut-être le mot aussi, l'honnêteté, sur ce podcast de La Loose. C'était un plaisir de te recevoir. Et plaisir d'avoir partagé mes looses. Si jamais il y a des personnes qui veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? C'est ton moment de promo si tu as envie de nous partager quelque chose. Fais-toi plaisir. Sur mon compte Insta, Break Your Day, donc break, c'est quoi le tiré du bas? Underscore? Oui. Your underscore day. Parfait. Okay. Et des masterclass qui arrivent, hein, si on a bien compris. Oui. Masterclass intitulée en toute sobriété « Deviens la queen des réels ». Avec un gros cul, c'est pas ça? Avec un grand cul. Et une mini-formation d'initiation à l'utilisation de ChatGPT pour être plus productive et encore une fois gagner du temps et pouvoir se concentrer sur sa zone de génie. Voilà. Pour les entrepreneuses qui ne savent pas du tout comment appréhender cet outil, qui savent que c'est utile, mais qui ne savent pas trop, c'est parfait. Vraiment, on prend les bases, c'est très pratico-pratique. C'est un petit format et voilà. Ok, parfait. On mettra toutes les infos dans la description. Et sinon, écoutez, à tous celles et ceux qui nous écoutent, passez une excellente journée. Et puis, on vous laisse méditer sur quoi vous voilez la face. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?